Bonjour à tous. Alors, lors de ce symposium, on va pouvoir discuter des bénéfices cardio-rénaux des inhibiteurs du SGLT2. Mais tout avant, on va parler de l'histoire de la pomme au rein. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Alors, ici, vous voyez sous cet arbre des pommes rouges. Et en fait, on va parler surtout de la florizine dans la pomme. Alors, il faut savoir que l'histoire des inhibiteurs du SGLT2 ne date pas d'hier, mais en fait, l'étude expérimentale a été réalisée depuis 1886 par Joseph von Mering, mais aussi celui qui a retrouvé la floricine, c'est Laurent Guillaume de Konig. Alors, qui ont permis d'identifier la floricine dans la pomme, mais surtout identifier son effet glucosurique, avec vraiment cette expérience qui a été faite il y a plus d'une centaine d'années. Et en effet, la découverte de la dapagliflozine, c'est justement isolé de cette écorce de pommier avec un effet glucosurique, avec l'abaissement de la glycémie et un effet antidiabétique découvert déjà il y a 100 ans. Et cette dapagliflozine est un inhibiteur hautement sélectif, puissant et réversible des inhibiteurs du SGLT2, et c'est que au moment où on a découvert la sélectivité et ses récepteurs qu'on a pu mettre en évidence cet effet bénéfique en tant que médicament. Alors, les SGLT2, ils sont assez pléotropes, mais surtout leur localisation au niveau rénal qui nous intéresse le plus, mais on les trouve également au niveau de l'iléon, du cerveau et du foie. Nous avons également au niveau rénal les inhibiteurs du SGLT1. Et d'ailleurs, la différence entre les SGLT2 et les molécules qu'on a aujourd'hui vont dépendre également de la sélectivité entre ces récepteurs SGLT1 et SGLT2. Et donc, leur effet va dépendre de cette sélectivité. Par exemple, l'empagliflozine est 2500 fois plus sélective pour les SGLT2 que SGLT1, la dapagliflozine 1200 fois, alors que la canagliflozine est 250 fois sélective sur les SGLT2 et la sotagliflozine que 20 fois sélective sur les SGLT2. Alors, bien sûr, on revient à la physiologie, une fois qu'on a parlé un peu d'histoire. Chez les personnes saines, vous savez que la totalité du glucose est réabsorbée dans les reins par ces SGLT2 et SGLT1, et que 180 grammes de glucose sont filtrés par jour, et avec une totalité presque de ce glucose filtré qui est réabsorbé par ces récepteurs, 90% SGLT2 et 10% SGLT. Alors, vous savez également que quand on va inhiber ces récepteurs du SGLT2, on va augmenter la réabsorption de glucose dans la tubule proximale, ce qui va entraîner l'élimination du glucose en excès dans les urines et une diurèse osmotique. Au-delà de 180 grammes de glucose filtré, vous allez avoir une élimination de 65 grammes de glucose qui équivaut à 250 kilocalories par jour. Alors, une fois qu'on a mis cette molécule en place, il y a eu énormément d'essais, mais surtout des guidelines chez les patients diabétiques en termes de pathologies cardiovasculaires qui ont été faits en collaboration avec l'EASD, déjà à l'ESC, et puis bien sûr réactualisés à l'ADA depuis 2017. Alors en effet, ces recommandations tiennent de leur grade, de leur grande recommandation de grade 1, puisque très rapidement, en 2015, les études en PAREG et Canvas, et on va voir tout à l'heure, DECLARE, ont mis en évidence une supériorité en termes de mortalité cardiovasculaire, avec ce triple MACE qui va être abaissé, le décès cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde non fatal et l'AVC non fatal. C'est pour cela qu'en 2022, le consensus de l'ADA a réactualisé ses recommandations tout en mettant vraiment en exemple le first line therapy qui inclut la metformine en même temps que le lifestyle, mais associant très rapidement, même en même temps, les molécules qui vont avoir une supériorité en termes de mortalité cardiovasculaire. On entend par là, bien sûr, les analogues du GLP1 et les inhibiteurs du SGLT2, toujours indépendamment du taux d'hémoglobine glyquée initiale et de la cible individuelle d'hémoglobine. Et d'ailleurs, ces recommandations toujours vont avoir comme centre le contrôle glycémique, le contrôle pondéral, le contrôle des facteurs de
risque cardiovasculaire et la protection cardio-rénale, tout en ayant cette approche holistique et empathique centrée sur le patient. Alors, cela est intéressant puisque j'en ai parlé peut-être sur le post-ADA. Est-ce qu'on suit ces recommandations dans la vraie vie? La réponse est malheureusement non, puisque les patients traités aujourd'hui à haut risque cardiovasculaire ne répondent toujours pas, alors qu'ils doivent avoir une indication pour les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2, que de l'ordre de 16,5%. Donc, on est encore loin par rapport à inclure les patients. Et d'ailleurs, l'ADA nous invite à toujours être dans ce screening des patients à haut risque cardiovasculaire pour qu'ils puissent bénéficier, pour le bien du patient, de ces analogues ou des inhibiteurs du SGLT2. Alors justement, dans la file des inhibiteurs du SGLT2, la dapagliflozine a été soutenue par des données d'études cliniques et en vie réelle, puisqu'aujourd'hui, plus de 20 000 patients inclus dans les études, plus de 4 ans de données, plus de 1 million de patients traités à travers le monde. Aujourd'hui, en termes métaboliques, nous avons beaucoup d'études qui montrent et qui comparent l'inhibiteur du SGLT2, que ce soit en monothérapie, ajouté à la metformine, aux sulfamides, aux inhibiteurs des DPP4 ou à l'insuline. Et on voit bien sûr un effet très positif sur l'hémoglobine glyquée, de l'ordre entre 0,8 à 0,9%, avec des taux d'hypoglycémie très faibles, qui ne vont pas dépendre de l'inhibiteur du SGLT2, mais par exemple, quand on va voir par rapport aux sulfamides, 6% versus 2,1%. Ces bénéfices additionnels, surtout de perte pondérale, avec ces différentes combinaisons, de l'ordre de 2 voire 4 kg pour les patients bénéficiant de ces classes thérapeutiques. Le profil lipidique est également amélioré avec la dapagliflozine par exemple, avec une diminution du LDL, une augmentation du HDL et une diminution des triglycérides. La dapagliflozine, on a joué à la metformine ici versus un inhibiteur des DPP4, qui sont quand même une classe thérapeutique aujourd'hui encore largement prescrite, avec des bénéfices vraiment, ici il y avait la Saxa metformine et dapagliflozine metformine, moins 1,2% d'hémoglobine glyquée versus 0,8, mais surtout moins 2,3 kg et moins 3,5 mm de mercure en termes de tension artérielle. Alors, les études dapagliflozine en termes de mortalité cardiovasculaire par rapport à l'inhibiteur DPP4 montrent une diminution du risque relatif de l'ordre de 38% pour l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de 21% du triple MACE. Et d'ailleurs, l'étude de la dapagliflozine qui a démontré dans une large population à risque cardiovasculaire l'effet bénéfique est l'étude d'Éclard, alors que je vais détailler ici, donc 2 bras, un bras placebo versus un bras dapagliflozine, avec un critère de jugement principal, le triple MACE, et le critère composite final, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou de décès d'origine cardiovasculaire. Les critères d'évaluation secondaire sont intéressants puisqu'on va en discuter sur le bénéfice rénal et la mortalité de toute cause. Ici, des patients qu'on voit tous les jours en consultation, des patients en prévention primaire largement, avec un ou plus de facteurs de risque cardiovasculaire, et dans 40% des cas, des patients avec une maladie établie, avec soit un antécédent d'ischémie myocardique, ou un antécédent d'AVC, ou un antécédent de polyartériopathie oblitérante des membres inférieurs ou des coronaires. Alors, Déclare enquête sur une cohorte quand même en bonne santé, en bien meilleure santé qu'en pareil et qu'en VAS, puisque les patients étaient plutôt en prévention primaire. Alors ici, les critères de jugement principaux et secondaires. Et sur le critère de jugement principal, une diminution de l'ordre de 17% d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire et de 7% la réduction du triple MACE. Alors, cette réduction de 27% dans la population pour insuffisance cardiaque est plus manifeste, bien sûr, avec une diminution de 27% de ce critère de jugement principal qui est l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Alors, concernant la réduction de risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans le sous-groupe patients diabétiques de type 2 avec plus de facteurs de risque, bien sûr que plus les patients vont être à haut risque cardiovasculaire et plus le bénéfice va se voir et plus l'ordre de diminution va être plus important. C'est-à-dire, dans ce sous-groupe, on avait 36% de réduction du risque relatif
d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Concernant le triple MACE, il est justement chez les patients avec antécédent d'infarctus du myocarde de 16%. Alors, concernant les bénéfices rénaux, et toujours ce critère composite rénal, eh bien, la dapagliflozine montre un bénéfice et une réduction de l'ordre de 47% des composants rénaux, c'est-à-dire l'augmentation, donc le déclin du DFG de l'ordre de 40%, le décès rénal et les événements rénaux et le passage bien sûr de micro à macroalbuminure. Et c'est pour cela que dans le nouveau consensus ADA-CADIGO, les inhibiteurs du SGLT2 voient une place et occupent la grande place du podium, puisque en plus de dépister la maladie rénale chronique et d'éduquer nos patients sur le lifestyle, l'activité physique, l'arrêt du tabac et le contrôle pondéral, dans le traitement de première ligne figurent les inhibiteurs du SGLT2 en dehors même des événements cardiovasculaires. Alors, j'entends par là même les patients qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire. La société ADA-CADIGO nous recommande de mettre en place les inhibiteurs du SGLT2 pour protéger l'évolution de la maladie rénale. Et concernant les patients à haut risque cardiovasculaire, les inhibiteurs du SGLT2, les antagonistes non stéroïdiens des minéralocorticoïdes, la finérénone, et les agonistes du GLP-1 doivent être recommandés chez ces patients. Alors enfin, la question qui se pose, c'est comment ces inhibiteurs du SGLT2 vont protéger le cœur et le rein. Alors en termes d'effets cardiovasculaires, on sait aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que les inhibiteurs du SGLT2 vont avoir des effets hémodynamiques par diminution de la pression artérielle, diminution de la rigidité artérielle, diminution du volume plasmatique et augmentation de l'hématocrite, mais aussi des effets métaboliques directs par le biais de la diminution de la glucotoxicité, de la lipotoxicité du tissu adipeux, viscéral et inflammatoire. Alors, qu'en est-il de la vraie vie? Est-ce que la dapagliflozine faisait dans une étude de vraie vie avait les mêmes effets retrouvés dans l'étude d'Éclat? Et ici, on a effectivement des résultats qui sont très intéressants, puisqu'on a une diminution de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, qui va être vue dans l'étude CVD-REIN-LIFE. Alors, les voies métaboliques touchées par l'inhibiteur du SGLT2, c'est l'amélioration du contrôle glycémique, l'effet antihypertenseur et puis l'effet métabolique avec la perte pondérale. C'est pour cela que les recommandations, en plus des recommandations de l'ADA, les recommandations de la Société de cardiologie avaient bien mis en avant la place des inhibiteurs du SGLT2 en monothérapie chez les patients diabétiques de type 2 à haut risque cardiovasculaire, même naïfs de toute drogue, même, on va dire, au-dessus de la metformine, même en l'absence de metformine, il fallait essayer de préconiser ces thérapeutiques chez ces patients. Et concernant les patients qui étaient déjà sous metformine, l'ajout des inhibiteurs du SGLT2 ou l'analogue du GLP-1 voit toute sa place pour diminuer la mortalité cardiovasculaire. Alors, est-ce qu'il y a une checklist avant de, on va dire, prescrire ces molécules? Oui, effectivement, il faut identifier le profil, mais n'oublions pas que l'inhibiteur du SGLT2 aujourd'hui va se positionner dans la classe thérapeutique comme un antidiabétique oral à part entière, donc il ne faut pas le cibler que pour les patients à haut risque cardiovasculaire, mais pour les patients à haut risque, ce médicament va être encore plus bénéfique pour la mortalité cardiovasculaire. Vérifier le DFG, alors aujourd'hui on est sur des DFG de plus en plus bas, donc il faut qu'il soit au-dessus de 30 ml par minute. Vérifier l'état d'hydratation, d'hygiène et de signes de cétose. Prévenir du risque de polyurie pendant les premiers jours de la prescription. Examen annuel des pieds. Et bien sûr, pas de titration, un seul dosage pour la dapagliflozine. Et enfin, une prise en charge multidisciplinaire pour nos patients. Alors, pourquoi cet amour pour les inhibiteurs du SGLT2? Bien sûr, des données cliniques très probantes en termes d'efficacité d'hémoglobine glyquée, mais aussi de contrôle des paramètres métaboliques, lipidiques, tension artérielle, mais aussi équilibre pondéral et amélioration de la perte pondérale. Et enfin, des données cliniques qui sont probantes en termes de protection cardiovasculaire et de protection rénale. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à avoir avant de prescrire les inhibiteurs du SGLT2? Oui, même si cela ne sera pas un frein à la prescription,
Il faut bien sûr penser et expliquer aux patients qu'il y a une augmentation du risque d'infection génitale ou urinaire, un risque de déplétion volémique qui reste rare, mais quand même, on doit arrêter ces thérapeutiques lors des événements intercurrents. J'entends par là un choc septique, une infection, une hospitalisation pour un événement aigu, cardiaque, infarctus du myocarde ou AVC, ou etc. Alors, concernant l'acidocétose, qui reste un événement rare, mais qu'on doit prendre en considération, puisque ça a le mérite d'être expliqué, et surtout, on doit l'éviter à tout prix. Alors, il faut savoir que cette acidocétose, elle est euglycémique, donc il faut donner des conseils aux patients en cas de signes de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, d'aller consulter aux urgences et surtout éviter la prescription et contre-indiquer ces inhibiteurs du SGLT2 chez les patients qui sont très insulinopéniques. Bien sûr, le diabète de type 1 est une contre-indication à ces inhibiteurs du SGLT2. Les diabètes secondaires, des pancréatopathies avec des insulinopénies importantes restent des classes de patients où il ne faut peut-être pas prescrire ces inhibiteurs du SGLT2. Alors enfin, les fractures et les amputations, pas de ce risque pour les dernières données. La gangrène de Fournier, non plus, donc ça reste des précautions à avoir pour l'examen des pieds, l'examen des parties génitales, mais pas de ce risque, en tout cas avec la dapagliflozine. Alors, le coût et le recul, aujourd'hui, on est en train de passer ces barrières, puisqu'on voit bien le bénéfice cardio-rénal et métabolique de ces classes thérapeutiques qui aujourd'hui deviennent d'une prescription simple, mais rentrent dans notre routine de prescription pour nos patients diabétiques de type 1. Je vous remercie pour votre attention.